Cette vidéo est sponsorisée par Cloudipad, un service français de cloud computing orienté pour le gaming. Cloudipad, c'est un PC gamer dans le cloud équipé de GPU RTX performants avec des offres allant des équivalents serveurs de la RTX 3060 jusqu'à la RTX 4090 pour vous offrir des sessions allant jusqu'à la 1440p 120 fps. Et qui dit cloud dit accessibilité depuis presque n'importe quel appareil au travers de Moonlight. C'est là l'une des choses que je préfère avec le cloud gaming et le cloud computing. Concrètement, vous vous connectez et vous vous retrouvez avec un véritable environnement PC sous Linux avec Steam, Epic Games et GOG qui sont déjà préinstallés. Et peut-être que le mot Linux vous inquiète, mais je veux simplement vous rappeler que grâce à la popularité de la Steam Deck et de Proton, aujourd'hui la majorité des jeux Windows tournent sur Linux. Ce qui fait la vraie différence avec un service comme Cloudipad face à la concurrence, c'est la véritable liberté. Vous pouvez installer vos jeux, vous avez la possibilité de modder vos jeux en installant tout un tas de choses selon la personnalisation que vous voulez et l'expérience que vous voulez vivre, là où d'autres services bien plus fermés ne le permettent pas malheureusement. D'un point de vue du modèle économique, Cloudipad s'adresse surtout aux joueurs occasionnels, entre 10 et 40 heures par mois avec des abonnements mensuels, mais aussi une option de jeu à la demande, à l'heure, façon pay as you go, payez selon ce que vous consommez. Et si vous vous posez la question de savoir si le service fonctionne bien, bonne nouvelle, vous avez des heures d'essai gratuites sans que ce soit avec engagement. Élément qui peut être très rassurant aussi, le projet est backé par le programme Startup de Scaleway. Il est open source et il s'appuie sur une communauté active sur Discord. Si vous voulez le tester, vous passez par le lien en description et j'ai un code promo pour vous. Il s'agit de CGF 2026. Et avec ce code, ça vous offre 20% de réduction pendant 3 mois d'abonnement ou alors 20% de réduction sur les crédits à la demande. Je vous mets tous les liens en description et en bonus, si vous voulez en savoir plus sur Cloudipad, vous avez sur cette chaîne Cloud Gaming France une interview de Pierre, le créateur de Cloudipad. Je remercie encore une fois Cloudipad pour le soutien fidèle à la chaîne et nous, on retourne à notre vidéo. Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui non pas pour le test de la Retroid Pocket 6, mais pour un tuto détaillé pour vous montrer comment installer sur une console à un seul écran, comment installer tous les émulateurs et les configurer. Et on ira jusqu'à la PlayStation 3 cette fois-ci. J'ai déjà fait ce type de tuto, mais pour la Ainetor, avec la particularité d'une machine Android avec un double écran. Donc il y a certains éléments de ce tuto qui ne sont pas valables pour cette console ou pour les consoles avec simple écran. Donc si vous voulez savoir comment configurer votre console Android pour l'émulation de manière très simple, eh bien vous êtes au bon endroit. Donc n'hésitez pas à vous installer, à prendre le temps et on va découvrir cela ensemble. Vous allumez la console, vous tombez sur ce menu qui vous propose de faire la première configuration. Là, vous allez pouvoir choisir la langue. Donc très simplement, on fait Add Language. Il faudra bien appuyer le bouton A pour valider à chaque fois. Donc là, vous choisissez la langue. Vous pouvez chercher directement comme cela, FR, français, et vous faites retour en arrière. Français, là, il faut choisir quel type de français. Est-ce que c'est le français du Canada ou de la France? Moi, ça sera la France. Et ensuite, vous le placez en premier pour faire en sorte que votre système soit naturellement en français. Ensuite, R1, là, vous allez vous connecter à Internet. Moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, une fois c'est fait, vous appuyez sur R1 pour continuer. Là, on vous propose de choisir votre time zone. Il faut bien choisir, hein, parce que après, sinon, ça peut bugger lorsque vous allez sur Internet. Donc, nous, on va sur France, toujours France. Voilà, on continue. Appuyez ici pour activer les services Google, donc ça vous en aurez besoin. Et là, vous avez la possibilité déjà d'installer un certain nombre d'émulateurs, mais là, pour le moment, on ne va rien installer ici. Oui, je suis sûr. Et là, vous avez le choix entre deux launchers, soit le launcher de Retroid, un launcher qui est assez nul en réalité, il est vraiment pas super, ou sinon le launcher en type, en mode Android classique. Et pour le moment, on va choisir ça et après, on installera un autre launcher. Et là, vous faites R1 et la configuration est complète. On vous demande d'appuyer sur Start. Voilà, ça y est, vous avez votre configuration qui est faite, vous êtes connecté à Internet et donc maintenant vous allez avoir besoin de pouvoir configurer cette console pour pouvoir l'utiliser avec les différents émulateurs. Vous allez avoir deux possibilités, soit d'installer vos ROMs, donc vos jeux directement à l'intérieur de la mémoire interne de la console, ou alors de les installer directement sur une carte SD. Moi, c'est le choix que je vais privilégier, installer directement sur une carte SD, mais si vous voulez le faire à l'intérieur, en réalité, ça sera exactement le même processus.
Et pour vous, j'ai fait en sorte, parce que lorsque j'avais fait la vidéo sur la Aintor, eh bien, vous étiez nombreux à me demander, j'ai fait en sorte que vous puissiez récupérer directement au travers d'un lien qui est en description, directement, vous aurez la possibilité de récupérer une arborescence complète que vous pourrez importer directement. Évidemment, il n'y a aucun jeu à l'intérieur, mais ça vous permettra comme ça de ne pas avoir à le configurer manuellement pour l'arborescence des jeux. Pour cela, c'est très simple, vous allez dans la description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. Dans la description de la vidéo, ça sera intitulé de cette manière-là. Et là, vous voyez, vous avez arborescence pour vos fichiers. Vous cliquez sur le lien Drive, c'est moi qui l'ai hébergé. Et là, directement dessus, vous avez un dossier ROMs sur lequel que vous pouvez télécharger tel quel. Et à l'intérieur, vous aurez une arborescence avec finalement tous les devices qui sont émulables. Et comme ça, vous la mettez directement sur votre carte SD. Et ensuite, en fonction des jeux que vous avez, des ROMs, vous les mettez dans le dossier qui convient. Par exemple, si vous vouliez mettre un jeu PlayStation 2, là, vous allez dans l'onglet PS2, hop, dedans. Et puis à l'intérieur, vous mettrez vos jeux directement. Évidemment pas sur le drive, directement sur votre carte SD. Ensuite, vous allez avoir besoin de télécharger deux fichiers. Le premier, c'est Obtenium et le deuxième, c'est Obtenium Emulation Pack JSON. Qu'est-ce que c'est? Donc Obtenium, vous allez déjà le télécharger et je vais vous expliquer après ce que c'est. C'est un logiciel qui vous permettra de pouvoir télécharger tous les émulateurs et surtout ensuite de pouvoir les maintenir à jour. Donc là, très simplement, vous cliquez sur Download Universal APK, vous téléchargez. Et là, lorsque vous allez vouloir l'installer, ça va vous demander une autorisation de pouvoir installer depuis Chrome. Vous faites installer. Et voilà, là c'est fait. Là pour le moment, vous ne cliquez pas tout de suite sur ouvrir, vous cliquez sur OK. Ensuite, on va retourner en arrière sur la description de la vidéo. Et là maintenant, vous allez le Emulation Pack. Ça va vous permettre de pouvoir télécharger d'un coup l'ensemble des informations avec les liens qui seront importés justement dans Obtenium pour savoir quels sont les émulateurs que vous pouvez télécharger. Donc là, vous avez la version 7.3.0 qui a été mise à jour il y a 3 heures de mon côté. Hop, vous descendez jusqu'en bas et là, vous faites Obtenium Emulation Pack, et si jamais vous aviez la Aintor, vous auriez fait Obtenium Emulation Pack Dual Screen. Mais nous, là, on est sur du Single Screen, donc on fait comme ça, et on le laisse dans les téléchargements. Mince, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Ensuite, vous allez dans Obtenium, vous voyez qu'il est juste ici, qui vient de s'installer, vous cliquez dessus, vous autorisez les notifications, ça vous permettra de savoir quand est-ce qu'il faut mettre à jour les différentes applications, vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez, vous n'avez aucune application qui est disponible dessus. Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur Import, Export. Vous faites importer la configuration sur Obtenium. Et là, vous cliquez sur le JSON que vous venez de télécharger. Et ça y est, maintenant, il y a marqué importer 36 applications plus paramètres. Vous cliquez sur Appli et maintenant vous allez voir que là vous avez une sélection d'émulateurs qui sont déjà disponibles et que vous pouvez télécharger. Pour le moment, ils ne sont pas encore installés sur votre console. Pour nous, alors, on va télécharger les choses au fur et à mesure. Nous allons télécharger Azar. Azar est l'émulateur pour la 3DS. Donc là, simplement, vous cliquez dessus et vous appuyez sur Installer. Là, vous faites la version Google Play. Vous en attendez, et pour la première installation, ça va nous donner une autorisation. Vous autorisez. Et là maintenant, vous revenez en arrière et vous installez. Ensuite, on va prendre Cemu. Cemu, c'est l'application qui vous permettra de pouvoir émuler la Wii U. Donc on installe, et là de la même manière ça télécharge, et ça nous propose d'installer, et on dit oui. Ensuite, on va continuer, on va prendre Dolphin Emulator. Ça, c'est un émulateur Wii ainsi que GameCube. Toujours le même procédé. C'est quand même assez rapide à faire. Au niveau de la Switch, on a l'émulateur Citron, vous pouvez l'installer, mais moi je vais plutôt installer Eden, mais en réalité vous pouvez installer les deux parce que vous pourriez avoir besoin des deux, et moi j'aime bien utiliser en général la version standard. Vous installez, et c'est fait. Ensuite, Flycast, ça va nous permettre de pouvoir jouer à la Dreamcast, donc on l'installe. Melon DS vous permettra de pouvoir jouer à la Nintendo DS, pas à la 3DS, mais à la Nintendo DS classique. Vous faites installer. Nether SX2 classique, ça vous permettra de jouer à la PlayStation 2, donc on l'installe, c'est très important. Ensuite, Pico 8, ça c'est pour si vous jouez à des jeux Pico 8, c'est pas mon cas. PPSPP, ça c'est pour la PSP. Donc on va l'installer.
RetroArch. Alors RetroArch, je l'utilise pour toute l'émulation plus ancienne pour aller jusqu'à la PlayStation 1. Donc tout ce qui va être Game Boy Advance, Game Boy Color, jusqu'à la PlayStation 1, Nintendo 64 même. Tout ça en général, j'utilise RetroArch pour cela. Donc là, vous installez, c'est un peu plus long. Pour télécharger et là vous faites installer. RPCSX, on va l'installer, ça va nous permettre de jouer à la PlayStation 3. En tout cas pour les jeux qui sont compatibles. Vita 3K, ça c'est pour la PlayStation Vita, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je ne vais pas vous le montrer. Ensuite, on va installer Daijisho. Daijisho, qu'est-ce que c'est? C'est un front-end, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder beaucoup plus facilement à vos ROMs au travers d'une interface graphique qui est vraiment sympa. Donc là, on l'installe. Et ensuite, pour l'émulation en PC, que je ne vais pas vous montrer dans ce tuto-là, vous avez Game Hub Lite ici, Game Native et puis Winlator qui sont disponibles. Et après, pour les autres choses, pour le moment, on n'a pas besoin de revenir dessus. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse maintenant commencer avec une première émulation. On va commencer avec RetroArch, en sachant que pour RetroArch, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer simplement un élément pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Donc, nous avons RetroArch qui se trouve tout en bas. Donc, on clique dessus. Là, ça vous propose de pouvoir accéder à votre stockage externe. Vous dites oui, vous autorisez, évidemment. Maintenant, on va devoir charger des cœurs. C'est-à-dire, les cœurs, c'est tout ce qui va vous permettre de pouvoir lancer les émulateurs. Et donc, il faudra charger le cœur de la console que vous voulez émuler. Là, dans notre cas, par exemple, on va prendre pour la Game Boy Advance. Et pour cela, moi, je vais prendre le cœur MGBA. Donc, je fais charger un cœur, télécharger un cœur. Et puis là, du coup, on va descendre. On peut rechercher ici. Et moi, de mon côté, j'ai dit que je voulais MGBA. Donc, je le recherche. Et là, on voit bien Nintendo Game Boy Advance MGBA. Je clique dessus. Et là, vous voyez en bas, ça indique que le cœur est installé. Donc là, ça veut dire que maintenant, RetroArch va me permettre de pouvoir jouer à mes jeux Game Boy Advance. Donc pour cela, après, c'est très simple. On revient en arrière et il faut charger du contenu pour pouvoir le lancer. Ce qu'il y a, par contre, c'est que si on passe seulement par RetroArch, eh bien l'interface, elle est vraiment pas agréable, et donc c'est pour ça qu'on va utiliser un front-end. Mais là, pour le moment, je vous montre comment ça se passe. Donc, si on voulait passer par là, je passe par charger du contenu. Et donc du coup là il faut aller sur le dossier externe, le stockage externe, c'est celui qui est juste en bas là ici. Moi c'est dans la section ROMs ici, et puis là je vais devoir aller jusqu'à GBA. BCDEF GBA qui est là, et puis là maintenant j'ai toute ma sélection de jeux qui sont disponibles. Et puis là pour l'occasion on va simplement lancer un Sonic Advance 2, je clique dessus et ça y est, le jeu se lance. Et mes contrôles sont déjà pris en compte directement. Et maintenant, si jamais vous vouliez pouvoir, enlever les contrôles à l'écran, c'est très simple, juste en bas ici. Vous le voyez, vous avez une petite icône avec une flèche, vous cliquez dessus et ça enlève la superposition. Et vous recliquez dessus si jamais vous voulez pouvoir accéder au menu pour après changer toutes les options de cœur et puis l'upscale, les éléments qu'on peut avoir dessus aussi avec des éléments graphiques en plus. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise bien, donc pour le moment, je ne vais pas vous le montrer. Je vous montrerai après comment est-ce que ça fonctionne avec Daijisho pour que vous puissiez y accéder beaucoup plus facilement. Nous poursuivons maintenant avec la DS, et pour la DS, on va aller sur Melon DS, qui est juste... Il faut d'abord définir le répertoire des ROMs, donc c'est très simple, on clique sur définir le répertoire des ROMs. Là ici, je clique sur les trois petits points, et puis moi je vous ai dit c'est une carte SD que j'ai nommée Aya Neo Pocket, parce que je l'avais utilisé avec la Aya Neo Pocket, et là j'ai ROMs ici, et puis donc nous sommes sur la Nintendo DS, donc elle s'appelle NDS, donc on descend jusqu'à N, et là on a NDS ici, utiliser ce dossier, autorisé. Et maintenant, vous le voyez, j'ai mes jeux qui sont disponibles directement. Ensuite, il faut qu'on aille régler quelques petits éléments. Alors déjà, moi, je me suis mis en mode rétro, donc c'est-à-dire en respectant ici le mappage physique de la console. Donc on va cliquer sur les trois petits points.
Et là, on a paramètres, et là, comme ça, on va pouvoir gérer un certain nombre de choses, notamment en ce qui concerne la vidéo. Donc, on clique sur vidéo, et là, on a la possibilité d'avoir dans le renderer, là, ici, plusieurs éléments. On ne va pas choisir software, mais on va choisir OpenGL pour avoir une meilleure expérience. Avec du Snapdragon 8 Gen 2, comme j'ai ici, on peut facilement aller jusqu'à une résolution x4. Donc là, c'est ce qu'on va laisser pour le moment. Et si vous le voulez, vous pouvez appuyer ici pour activer le compteur de FPS. Nous, par exemple, on va l'activer en haut à gauche. Et là, on revient en arrière. On va maintenant régler les boutons. Donc là, vous cliquez sur Entrée. Très simplement, mappage des touches. Et là, maintenant, il va falloir pouvoir définir l'ensemble des touches qui sont ici. Eh bien, le A, vous appuyez sur A. B, X, Y. Gauche, droite. Là, vous mettez le... comment dire, la patte directionnelle. L, donc, hop, R, Start, Select. Donc, fermer et ouvrir la console, il n'y en a pas forcément besoin. Par contre, permu, ça, normalement, c'est pour permuter les écrans, puisque normalement, la DS, il y a 2 écrans. Vous cliquez là, et puis moi, j'aime bien utiliser L3, qui est juste là. Voilà, une fois que c'est fait, vous revenez en arrière. Et là, maintenant, normalement, ça devrait être bon. On va lancer pour cela très simplement un petit New Super Mario Bros. Donc là, pour le moment, vous avez cet affichage ici. Lorsque vous appuyez sur L3, vous voyez, ça permute les 2 écrans. Donc une fois que vous êtes ici, par contre, peut-être que ça vous dérange d'avoir la surimpression avec les boutons. Donc ça, vous pourrez les supprimer très simplement. Vous cliquez sur la gauche, plutôt vous tirez sur la gauche ici, vous allez dans paramètres, vous allez dans mappage ici, et là vous avez la possibilité d'avoir l'opacité des entrées logicielles. Donc nous on va mettre à 0, et de cette manière, maintenant vous n'avez plus rien à l'écran, et vous pouvez lancer directement le jeu comme vous le voulez. Élément qui peut être intéressant aussi dans les mappages, donc vous avez la possibilité de mapper des touches et vous avez la possibilité d'accélérer, ça c'est plutôt intéressant. Hop, vous cliquez dessus et moi je mets R2 en général, et ça va vous permettre par exemple lorsque vous êtes en jeu et qu'il y a des cinématiques que vous voulez passer, vous appuyez dessus, hop, et ça va augmenter la vitesse par 2 de manière à ce que vous puissiez facilement aller dans la suite du jeu, et lorsque vous lâchez ça revient à la vitesse normale. Voilà pour la Nintendo DS. Maintenant on va poursuivre avec la 3DS. Donc pour la 3DS, cette fois-ci, on va aller du côté de Azahar. Attention parce que lorsque vous téléchargez des ROMs ou que vous importez vos propres ROMs de Nintendo DS, de Nintendo 3DS, il est possible qu'elles soient sous le nom de le jeu que vous avez téléchargé, récupéré, .3DS. Il faudra modifier cela en le jeu que vous avez récupéré, .cci pour que ça puisse fonctionner. Vous allez dans Hasard, vous cliquez sur Démarrer, vous autorisez l'ensemble des éléments que l'on vous demande d'autoriser, vous cliquez sur Suivant, et là vous allez avoir un dossier de données et des applications. Donc les données, ce sont les données qui concernent l'application directement, et application en réalité ce sont les jeux. Moi je choisis le même dossier, donc vous faites sélectionner le dossier, je vais toujours dans ma section ROM sur ma carte SD, et là maintenant on est sur la N3DS. Donc N3DS qui est juste ici, on clique dessus, utiliser ce dossier, autoriser, ok. Et maintenant pour les applications, on fait la même chose, ça nous propose directement d'avoir le même dossier, on clique dessus, on autorise, et on fait suivant, et ça y est. Maintenant, on a l'ensemble des jeux qui sont directement sur la console. Donc, il faut maintenant configurer les boutons comme nous avons pu le faire pour la 3DS. Donc là, nous allons dans Paramètres et nous allons aller dans Gamepad, donc qui se retrouve où manette de jeu, voilà ici. Et là, maintenant, il va falloir mapper chaque bouton comme nous avons eu l'occasion de le faire. Donc A, B, X, Y, Select, Start, Home, je l'utilise pas forcément, pas de circulaire, vertical, axe, donc là vous faites juste une, hop, horizontale, stick C, pareil, hop, voilà. Donc là maintenant ici, manette plus, là c'est le D-pad, donc up, et là on nous demande press right, voilà. Et là ici, il faut attribuer manuellement au bas, au gauche si ça n'a pas fonctionné lorsque vous l'avez attribué sur la partie supérieure, mais en général ça fonctionne. Donc les gâchettes, elles,
et R, ZL c'est L2, ZR c'est R2, permuter les écrans, donc là vous appuyez sur L3, et disposition de cycle, hop, là vous pouvez appuyer sur R3. L3 et R3, c'est ce que j'utilise en général. Au niveau du graphisme, moi en général j'utilise Vulkan dessus, c'est ce qui fonctionne bien de mon côté. J'active la compilation asynchrone des shaders, je vérifie que ça soit bien activé. Et au niveau de la résolution interne, en général, j'oscille entre 4 et 5. Là, on va rester sur 4 simplement pour l'essai. Je désactive le rendu de l'œil droit, on n'en a pas besoin. Si jamais ça bug dans certains jeux, vous veillerez à le remettre. Et ensuite, on va aller directement dans la partie disposition. Et moi, ce que j'aime utiliser, c'est disposition en mode paysage, un seul écran pour être sûr qu'il y ait un seul écran qui s'affiche directement. Voilà. Et donc maintenant, on va un dernier élément dans Debugger ici. On va vérifier que la V-Sync est bien désactivée pour être sûr, et bien ici, d'avoir une latence la plus faible possible. Voilà, une fois que c'est fait, on revient en arrière et puis là, normalement, nos jeux sont censés se lancer sans trop de soucis. Donc voilà, vous avez bien votre jeu qui s'affiche sur l'écran principal. Lorsque vous cliquez sur L3, ça permet de basculer d'un écran à l'autre. Et lorsque vous cliquez sur R3, là on voit que ça change la disposition et le mode d'affichage en fonction de ce dont vous avez besoin. Moi, je préfère l'utiliser de cette manière-là. Là, vous avez à l'écran la surimpression avec les boutons. Pour cela, vous faites un swipe sur la gauche et là vous avez l'option de l'overlay et vous faites afficher de l'overlay du contrôleur, vous cliquez et comme ça maintenant vous n'avez plus rien à l'écran. Et voilà, ça fonctionne. On va pas aller plus loin pour le moment, mais en tous les cas on voit que ça fonctionne bien directement. Allez, on poursuit maintenant et on va aller du côté de la Wii U. Donc pour la Wii U, c'est très simple, on va sur l'émulateur CEMU qui est juste là, qu'on vient de télécharger. On clique sur les trois petits points en haut. Là maintenant, on va aller dans Settings et ici, nous avons la possibilité de pouvoir avoir les input settings. Donc là, ici, c'est évidemment pour régler la manette. Donc contrôleur 1, on fait en sorte que ça soit le Wii U Gamepad. Set All Input, donc là ça vous propose de choisir directement la manette que vous allez utiliser. Donc là ici évidemment c'est la Retroid Pocket Controller, vous cliquez dessus et directement ça va tout mapper pour vous. Donc ça c'est super, ça vous évite d'avoir à tout rechercher. Donc ensuite il va falloir pouvoir rajouter les jeux évidemment. Vous cliquez sur trois petits points, vous allez dans Settings, dans General Settings et là vous faites Add Game Pass plus. Et donc là, vous avez votre dossier ROMs Wii U, vous cliquez dessus, autoriser. Et maintenant, lorsque vous allez revenir en arrière, vous allez voir que vous avez l'ensemble des jeux qui sont directement sur votre carte SD. Vous recliquez encore sur les trois petits points, sur Settings, Général. Là, ici, vous allez mettre en langue française, la langue de la console en français aussi. Et comme ça vous permettra de pouvoir avoir vos jeux qui sont en français lorsqu'ils prennent en charge le français. Ensuite, vous allez avoir besoin de télécharger les packs graphiques. Donc ça, c'est très simple. Vous cliquez sur les trois petits points, pack graphique, et vous cliquez sur le petit bouton télécharger. Et là, ça va vous télécharger tous les packs qui sont disponibles pour les jeux que vous allez utiliser. Par exemple, si vous allez dans Mario Tennis Ultra Smash, vous aurez la possibilité de régler la résolution. Là, pour le moment, nativement, vous êtes en 1280 x 720. Et si vous l'activez, vous aurez la possibilité d'augmenter cette résolution, par exemple, jusqu'au 1080 pour avoir une expérience encore plus belle. Et il faut voir, ça dépendra là du processeur que vous allez utiliser pour voir si ça fonctionne. Et vous avez la possibilité aussi de régler là, la quantité d'ombre que vous pouvez avoir. Et maintenant, on va aller faire un petit test. On va dans Mario Tennis Ultra Smash, on le lance. Donc là, on le voit, le jeu fonctionne, mais normalement, il ne devrait pas être comme ça parce que on devrait avoir, voilà, vous voyez, il y a plein de bugs graphiques et même le jeu a planté. Tout simplement parce qu'un certain nombre de jeux nécessitent parfois d'avoir des drivers alternatifs plutôt que ceux d'origine. Donc pour cela, c'est très simple. Vous les téléchargez et là, vous pouvez les trouver à plein d'endroits, notamment les drivers de Kimchi ou d'autres encore. Pour cela, on va aller dans Obtenium et on va prendre ceux de Kimchi par exemple. On descend jusqu'à Turnip Driver ici par Kimchi. Vous cliquez dessus.
Et là, vous allez avoir la possibilité de pouvoir cliquer directement sur télécharger éléments de la version. Vous cliquez dessus et là, on vous propose d'avoir plusieurs éléments de la dernière version. Si vous êtes sur les Snapdragon Elite, vous prendrez la A8XX par exemple. Et puis pour nous, on va prendre la 26R8 qui est juste aussi la classique. On télécharge et ça y est, c'est téléchargé, c'est dans votre fichier téléchargement. Maintenant, vous retournez sur CEMU, vous retournez dans Réglages, vous retournez dans Graphics Settings et là, vous avez Custom Drivers. Vous cliquez dessus, vous faites un petit plus et là, vous allez dans votre dossier téléchargement et vous voyez le Turnip version 26. Vous cliquez dessus et vous le choisissez et maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser celui-ci lorsque vous allez être en jeu et normalement, maintenant, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc là, maintenant, on voit qu'on a bien le personnage qui est présenté. Il y a encore quelques bugs. Il faut choisir le bon Turnip Driver en fonction du chipset que vous avez. Ça peut être l'un ou l'autre. Et donc voilà, ça y est, on est en jeu. Là, il y a eu un petit artefact, mais sinon, c'est probablement aussi parce que j'ai mis en 1080p, comme j'ai l'habitude de le faire avec le Snapdragon Elite. Mais vous voyez, là, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour la Wii U. On va poursuivre maintenant et on va aller du côté de la Dolphin. Alors, non, simplement pour vous montrer, il y a un élément que je ne vous ai pas montré, c'est que quand le jeu prend en charge un deuxième écran, vous cliquez sur Showpad et ça vous montre la deuxième partie. Donc, nous poursuivons maintenant avec la Dolphin. Donc, Dolphin Emulator, ça vous permettra de pouvoir utiliser ici à la fois la GameCube, mais aussi la Wii U. Vous faites Yes. Donc il va falloir rajouter des jeux dans un premier temps. Donc pour cela, c'est très simple, vous faites Add Games, et là on choisit les jeux de GameCube, donc on va dans Aya Neo Pocket pour moi, ROMs ici, et GameCube, ça s'appelle GC. Vous utilisez ce dossier, et ça y est, maintenant vos jeux GameCube apparaissent. Pour les jeux Wii, vous cliquez sur Wii, Add Games, et puis là vous revenez en arrière, et puis vous allez évidemment sur le répertoire Wii qui est juste là, utilisez ce dossier, autorisez. Et ça y est, maintenant vous avez les jeux qui sont disponibles. Au niveau de la configuration ensuite graphique, donc c'est très simple, vous allez sur la petite roue crantée, vous allez dans configuration dans un premier temps, et puis là vous allez aller dans interface, et dans interface vous allez faire en sorte que le Use Panic Handler soit sur off ici. Ne me demandez pas exactement pourquoi, je sais juste que ça fonctionne mieux quand on utilise cela. Ensuite, vous allez dans Général, et puis vous allez être sûr d'avoir les Save State qui sont allumés. Hop, voilà, ça vous permet comme ça de pouvoir avoir des enregistrements à la volée dans les jeux directement. Vous allez aussi vous assurer que vous êtes bien en version PAL. Il semblerait que les jeux dans la version européenne PAL fonctionnent mieux. Et puis ensuite, vous allez dans les graphismes. Donc au niveau de Graphic Settings, pour cela c'est très simple, vous revenez en arrière, Graphic Settings ici. Dans Shader Compilation Mode, ici, vous allez choisir Hybrid Uber Shaders. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus agréable, qui fonctionnera mieux. Compile Shader Before Starting, moi je vous encourage à mettre oui, ça vous assure d'avoir une meilleure expérience une fois que vous êtes lancé en jeu. Au niveau du back-end, vous aurez le choix entre OpenGL et Vulkan. Moi j'ai tendance à utiliser Vulkan. OpenGL normalement peut vous offrir une meilleure expérience, mais Vulkan vous offrira en général une meilleure stabilité. Donc notamment si des jeux fonctionnent pas forcément très bien ou un peu au ralenti, n'hésitez pas à passer sur Vulkan. Ensuite, vous pouvez aller dans Enhancement, ici, Internal Resolution, et là, ça va vous permettre de pouvoir augmenter la résolution d'affichage du jeu. Et je vous encourage à être en x2 ou x3 en fonction des jeux, et ça dépendra aussi du chipset graphique que vous pouvez utiliser. Pour pouvoir utiliser le widescreen, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant parce qu'il y a des jeux qui ne prennent pas en charge nativement le 16/9. Pour cela, c'est très simple. Vous allez en Enhancement, vous descendez ici pour avoir le widescreen hack et vous cliquez ici. Et maintenant, ça vous permettra d'avoir la 16/9 sur l'ensemble de vos jeux. Vous revenez en arrière et maintenant on va s'attarder à l'aspect qui est le plus compliqué, c'est-à-dire le mappage des jeux GameCube et Wii. Surtout pour la Wii, la GameCube encore ça va. Vous cliquez dessus et puis là vous faites GameCube Controller One et vous cliquez sur la petite roue crantée. Et là maintenant vous allez avoir la possibilité de pouvoir mapper votre machine. Donc là comme d'habitude on a l'habitude à
On appuie sur A, B, on appuie sur B, X, on appuie sur X, Y, Y, Z. Donc moi j'utilise L. Hop, Start, voilà. Donc Control Stick. Donc là, up, j'utilise à cet endroit le pad gauche. Voilà. Dead Zone, je touche pas. Le C-Stick, j'utilise le stick de droit. Hop, quand il y a marqué plusieurs choses ici, on refait la prise, c'est que ça a mal pris. Voilà, trigger. Donc, trigger, j'utilise L. R, j'utilise R. L analogue, j'utilise L2. R analogue, j'utilise R2. Le D-pad, hop. Donc ça, c'est le pad directionnel. Et voilà pour la GameCube, je me suis simplement trompé. Pour le Z, j'utilise L3. Ensuite, pour la configuration de la manette Wii, vous cliquez sur la roue crantée, Wii Input, et là, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc, vous commencez par régler les Wii Remote Buttons. Donc là, sur A, vous mettez A, sur B, vous mettez B, sur 1, vous mettez X, sur 2, vous mettez Y, sur moins, vous mettez Select, sur plus, vous mettez Start. Sur le D-pad, donc c'est le pad directionnel, donc vous mettez haut, bas, gauche, droite. Et c'est tout pour cette section-là. Ensuite, vous allez dans le Motion Simulation. Et donc là, ça va être le pointeur. Et donc pour le pointeur, on va utiliser le stick droit. Donc vous faites up, vous montez vers le haut. Left, droite ensuite. Voilà, ensuite vous descendez. Et là, vous allez faire le check. Et pour le check, moi je mets tout en R1. Que ça soit X, Y ou Z, tout en R1. En tout cas, pour moi, ça fonctionne plutôt bien comme cela. Et c'est à peu près tout normalement pour cette section. Ensuite, dans le Motion Input, là, vous ne mettez rien, vous ne l'activez pas. Dans l'extension Nunchuck qui est juste en bas, là ici, évidemment, vous allez appuyer dessus. Donc, pour le bouton C, moi, j'utilise L2 ici. Et pour le Z, j'utilise L1. Pour le stick up, là j'utilise du coup le joystick de gauche. Voilà. Et c'est tout ce que j'utilise, tout le reste je ne l'active pas dans cette version-là. Et maintenant, on va aller sur la Wii. Encore une fois, là si vous voulez enlever la surimpression, vous faites de la gauche, ici. Et là vous descendez sur Overlay Control, Toggle Control, Toggle All, et ça enlève tout. Donc A et B en même temps, ça fonctionne bien. Et là, on voit qu'on a bien la possibilité d'utiliser directement la main droite. Par contre, vous voyez, un problème, c'est que dès qu'on utilise comme ça revient au centre. Et ça, c'est un peu problématique. Et donc, pour ça, c'est très simple. Vous revenez en arrière. Là, vous allez dans les settings. Vous allez dans Wii Input, Wii Remote. Vous descendez jusqu'à Motion Simulation, ici, qui est juste là. Et là, vous cliquez sur Relative Input juste là. Comme ça ne reviendra pas à chaque fois à sa position initiale. Et là maintenant, hop, vous voyez, lorsque vous êtes en jeu, c'est bon. Donc c'est bon, là vous avez la bonne utilisation maintenant. Ça fonctionnera bien, vous pourrez être dans vos jeux directement. Ok, allez, on poursuit maintenant, on va du côté de la Dreamcast. Pour la Dreamcast, comme je vous l'ai dit, on va sur Flycast qui est juste là, Add Game Folder, donc là vous revenez comme d'habitude, vous allez dans ROMs, et puis là ça s'appelle Dreamcast tout simplement, et vous utilisez ce dossier autorisé, et là maintenant vous voyez que vous avez une sélection de jeux qui sont disponibles ici. Vous allez dans Settings, et là maintenant on va devoir utiliser la manette, vous cliquez sur Contrôleur là, et vous faites en sorte d'appuyer dessus, hop, et là vous utilisez Android Retroid Pocket Controller et elle est bien sur A. Attention parce que si jamais vous mettiez
en mode Xbox par exemple, hop, là on voit que ça a changé, maintenant c'est Xbox Wireless Controller qui est là, mais c'est pas un problème à partir du moment où vous l'utilisez. Là va s'afficher à l'écran malheureusement encore la surimpression, donc là c'est très simple, vous faites Settings et dans la Transparency vous faites 0%. Vous faites Down. Et là, maintenant, vous allez dans Vidéo. Ça va vous permettre de pouvoir choisir soit OpenGL, soit Vulkan en fonction de ce que vous voulez. Et puis de régler, là aussi, la résolution. Et nous, par exemple, on va aller en x2, là, en x2,5, x2, en fonction de la puissance de ce que vous avez, ce que vous utilisez. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. L'aspect ratio, nous, on va faire widescreen pour que ça prenne d'une manière générale le plein écran, et puis là vous avez d'autres réglages comme Show FPS Counter par exemple, ça peut être utile. Et puis maintenant on va revenir faut aller sauvegarder, pardon, faut appuyer sur Down. Voilà, on va aller faire un test par exemple sur Crazy Taxi parce qu'il nous permet de se lancer directement. Donc là on voit que je me suis trompé, j'ai fait la mauvaise manipulation, il y a toujours les choses qui seront à l'écran, donc vous faites le swipe sur la gauche et là vous avez Settings qui est là. Moi j'ai bien Controller, Settings et donc au lieu de 0% c'est 100% de transparence du coup. Hop, et maintenant ça y est, vous voyez qu'il n'y a plus rien à l'écran. Et donc ça y est, vous voyez, on est bien en jeu et ça fonctionne très bien avec la manette. Et ben, je vous propose qu'on puisse continuer maintenant et on va aller du côté de la PSP. Pour la PSP, on va sur PPSSPP. On clique dessus. Et là, ça va nous proposer, encore une fois, de pouvoir choisir le chemin d'accès aux ROMs. Donc là, vous faites OK. Vous allez sur votre SD, en fonction de là où vous avez installé vos ROMs, et vous descendez jusqu'à PSP. Vous cliquez dessus, utilisez ce dossier autorisé, contient déjà de OK. Et là, ça y est, maintenant, vos jeux peuvent s'afficher. On va aller régler quelques paramètres. Dans les paramètres, juste ici, donc là, vous avez le rendu back-end. Donc moi, là, je choisis le Vulkan, ou alors vous pouvez être en OpenGL en fonction. Et puis, vous pouvez choisir la résolution, en sachant que la PSP est extrêmement bien émulée sur Android. Sur un Snapdragon 8 Gen 2, vous pouvez facilement aller, par exemple, jusqu'à la 4K. Là, pour l'occasion, on va juste simplement mettre 1080p ou x6 en fonction. En tous les cas, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Voilà, donc là, c'est les réglages que vous pouvez faire. Au niveau de la commande, en général, ça assigne automatiquement les boutons. Donc là, vous revenez en arrière et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. On va aller sur Tekken, par exemple. Là, vous voyez, ça a pris directement en compte mes boutons, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça y est, là vous êtes bien en jeu et ça fonctionne directement. Il y a certains jeux parfois qui ne prennent pas en charge vraiment le 16 neuvième parce que l'écran de la PSP parfois pouvait être un peu différent. Et si vous voulez être sûr que ça prenne l'intégralité de l'écran, eh ben c'est très simple, vous swipez sur la gauche, vous faites éditeur d'affichage et là vous avez la possibilité de pouvoir étirer. Et donc dans ce cas-là, ça va étirer pour être sûr de prendre l'intégralité de l'écran. Voilà pour la PSP, vous faites continuer et puis là ça fonctionne très bien. La PSP c'est vraiment un vrai plaisir sur les consoles Android de pouvoir y jouer à chaque fois, ça fonctionne très très bien. Je vous montre ça très rapidement pour montrer que les boutons fonctionnent. Voilà, donc on va poursuivre maintenant avec la PS2. Pour la PS2, c'est très simple, là encore, on va aller du côté de Nether SX2 classique. On clique dessus, et là on va se laisser guider, on fait suivant, importer un BIOS. Donc ça c'est une différence avec la PlayStation portable, c'est que là on aura besoin de BIOS. Donc là je vous laisserai chercher par vous-même sur internet les BIOS. Une fois que vous avez les BIOS téléchargés, vous cliquez sur importer un BIOS. Moi mes BIOS ils sont toujours sur la carte SD dans ROMs, mais je me suis créé quelque chose de supplémentaire qui s'appelle BIOS tout simplement. Et là, j'ai les BIOS PlayStation 2 d'Europe. Suivant, là maintenant il y a le répertoire de jeux, vous faites plus. Et ben là vous allez dans ROMs et puis comme d'habitude vous allez choisir le bon. Pour nous ça sera donc PlayStation 2. Vous descendez PlayStation 2, juste ici, utilisez ce dossier autorisé. Suivant, paramètres terminés.
Et donc quand vous cliquez sur terminer, maintenant vous voyez il y a l'import de tous vos jeux directement et ils vont s'afficher ici et au fur et à mesure vous pouvez avoir un petit écran avec les jeux qui peuvent s'afficher. Ensuite on va faire quelques réglages tout de même. Donc déjà la manette, on va aller sur paramètres manette juste en bas. Et là, vous allez avoir la possibilité d'avoir l'écran tactile. Nous, on ne veut pas que l'écran tactile s'affiche. Donc là, on clique sur vue de la manette tactile et on fait aucun. Ensuite, on va faire le port du contrôleur 1. Et là, on va choisir donc type de manette DualShock 2, mappage de port automatique. On clique dessus et là, on choisit justement la manette que nous sommes en train d'utiliser. Et on peut le faire après pour le port 2 aussi si on a une deuxième manette. Et là, on voit que ça s'est directement mis sur de la bonne manière, les bonnes liaisons. Donc ça, c'est pour la manette. Maintenant, on va faire les réglages graphiques. Donc on va aller dans paramètres de l'appli et ici, on va aller dans graphisme. Dans graphisme, moi, j'ai toujours l'habitude d'utiliser Vulkan dessus. Et là, on a le multiplicateur de la résolution. Pour celui-ci, là, ça sera à vous de pouvoir tester. Nous, par exemple, on pourra faire un test à 2 en fonction de l'utilisation qu'on peut en avoir. Dans général, est-ce qu'il y a des éléments que nous devons changer? Voilà, par exemple, la langue, use device setting, mais on peut forcer le français pour être sûr que ça fonctionne bien. On peut afficher les FPS aussi et la résolution pour savoir à quelle résolution nous sommes en train de tourner. Donc voilà, une fois que c'est fait, on revient en arrière et puis là, on peut lancer nos jeux et puis nous on va lancer simplement Auto Modelista pour l'occasion. Donc voilà, le jeu se lance parfaitement évidemment, vous avez le compteur de FPS en haut à gauche, ça fonctionne très bien. Maintenant si vous vouliez changer des réglages à la volée, c'est possible, hein, en swipant sur la gauche toujours et puis en haut vous avez le petit réglage bouton là par exemple et dans graphisme, si on voulait, nous aurions la possibilité par exemple de changer le ratio d'aspect et forcer l'écran large. Et comme ça, de cette manière, maintenant, on a le jeu qui est en 16/9. Voilà pour la PlayStation 2. Nous allons passer à la Switch avant de parler de la PlayStation 3. Donc pour la Switch, vous allez sur Eden. Donc là pour Eden, il faudra activer un certain nombre de notifications, de pouvoir utiliser les clés de jeu, la prod key et la key key. Ça, je ne vous laisserai vous-même les trouver sur internet. Donc vous cliquez simplement sur clé. Une fois que vous les avez récupérées, de mon côté, je vais dans Ayaneo Pocket. Ici, je vais dans ROMs. Donc moi, j'ai un onglet qui s'appelle Firmware Keys et c'est à l'intérieur que j'aurai les éléments dont j'ai besoin. Et là, ici, il faut cliquer sur prod key et donc c'est bon. Ensuite, firmware. J'utilise là le 19.0.1, mais vous pourrez en utiliser d'autres en fonction du firmware que vous utilisez. L'installation se fait directement. Ensuite, les jeux. Donc là, comme d'habitude, on va dans l'onglet ROMs et puis ensuite, je vais jusqu'à Switch pour pouvoir les récupérer, utiliser ce dossier, autoriser. Hop, je fais OK et suivant. Terminé. Et maintenant, je vais avoir ma liste de jeux qui va s'afficher juste ici. Ce sont les jeux qui sont dans ma mémoire interne. Quelques réglages maintenant. Donc, on clique en haut à droite et là, on va déjà régler la manette. Pour cela, on fait joueur 1, type de manette et là, on fait mapper automatiquement une manette. Donc, là, je vais repasser de mon côté en mode rétro. Donc, mapper automatiquement une manette et je prends Retroid Pocket Controller. Voilà, je reviens en arrière maintenant. Donc là, on va voir des éléments qui peuvent être aussi intéressants. Nous allons utiliser, encore une fois, des pilotes graphiques qui sont plus performants que ceux que l'on a nativement à l'intérieur. Donc pour cela, on fait gestionnaire de pilote du GPU. Et là, on va cliquer sur récupérer. On peut installer manuellement comme on l'a fait tout à l'heure pour la Wii U, mais nous, on va faire récupérer. Et là, hop, voilà, là ça nous dit que le pilote qui est recommandé pour notre console, eh bien c'est le Mr Purple T23. Donc nous on va aller prendre celui-ci, mais on va prendre le T24 directement. On fait afficher téléchargement et Turnip. Là ici, ça le télécharge. Et maintenant, lorsque l'on vient en arrière, on voit que il est directement sélectionné. On va aller dans paramètres avancés, dans système, donc limiter la vitesse. Là, c'est lorsque vous avez des jeux qui, par exemple, lorsqu'ils dépassent les 30 ou 60 FPS, au lieu d'offrir plus de fluidité, les jeux sont accélérés. Et donc ça, c'est problématique. Donc quand c'est le cas pour certains jeux, vous faites limiter la vitesse. Mais parfois, il y a des jeux qui sont limités à 30 FPS, mais qui pourraient tourner à 60 FPS sur votre console ici, sans que le jeu soit pour autant accéléré. Il est simplement
simplement fluidifier. Dans ce cas-là, vous pouvez désactiver la limite de TV. Le mode limite de vitesse, pardon. Le mode TV, ça vous l'activez, ça vous permet de pouvoir jouer avec une meilleure qualité d'image, notamment en 1080p quand le jeu le prend en charge. Région émulée pour nous, eh bien on va prendre l'Europe, et la langue émulée, on va prendre le français. Ensuite, pour la vidéo, donc on reste en x1, en 720p, 1080p ici, et pour le moment, on va pas changer autre chose. Overlay de l'appareil, activer l'overlay de l'appareil, oui ou non? Et ben ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai tendance à ne pas l'activer. Bon, quoique là, on va l'activer pour avoir aussi le compteur de FPS. Allez, on va simplement faire un petit test et on va se lancer sur Tomb Raider. Donc là, vous avez comme d'habitude les overlays à l'écran. En haut à droite, en haut à gauche, vous avez les FPS. Donc là, vous revenez en arrière, vous faites masquer la manette et comme ça permet de ne plus avoir la manette qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, là, vous êtes dans le jeu et puis, comme vous le voyez, ça se lance sans difficulté. Je vais pas aller plus loin parce que le but c'est pas de pouvoir vous montrer là ici comment fonctionnent les jeux sur la Retroid Pocket 6, mais c'est simplement pour vous montrer comment est-ce que la configuration fonctionne, notamment pour les manettes. Donc voilà qui est fait pour la Switch. On passe maintenant à la PS3. Donc la première chose que vous allez avoir besoin de faire, c'est de pouvoir récupérer le dernier firmware de la PS3. Et pour cela c'est très simple, vous allez sur internet et là vous marquez PS3 firmware, voilà. Et là, vous allez sur le site officiel. Pas besoin d'aller ailleurs. Vous acceptez, vous cliquez, vous descendez, pardon. Hop, et là, vous faites mettre à jour par ordinateur. Télécharger la mise à jour PS3, vous cliquez dessus. Et là, vous faites télécharger le lien, du coup, ps3update.pup. Vous téléchargez et vous enregistrez. Et ça y est, c'est téléchargé. Donc, maintenant, vous allez aller dans l'application RPCSX, comme je vous disais. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous autorisez les notifications. Ça télécharge les dernières choses dont vous avez besoin. Là, maintenant, pour le moment, vous n'avez absolument rien. Vous cliquez sur les 3 petits points ici. Et là, vous voyez sur Firmware, il y a marqué Known. Vous cliquez dessus. Et là, ça va vous proposer de prendre le PS3 update.pup que vous avez dans votre fichier téléchargé. Vous cliquez dessus et là, ça l'installe. Et vous voyez maintenant, vous avez le firmware 4.92 qui est en train d'être installé. Il faut savoir qu'en ce qui concerne l'émulation PS3, tout est très long. À chaque fois, il faudra installer des jeux, il faudra lancer des choses et tout se fera sur la longueur. C'est très très différent de ce que l'on peut connaître avec les autres émulateurs et les autres types d'émulation. Vous voyez là, on est toujours en train d'installer le firmware. Donc voilà, une fois que le firmware est installé, maintenant on va aller faire quelques petits réglages et c'est les réglages ici basiques, ceux qui vaudront pour à peu près tous les jeux, mais après pour certains jeux il faudra peut-être tweaker, mais ça vous le ferez avec la découverte au fur et à mesure. Vous allez dans Settings, vous allez aller dans Advanced Settings, hop, juste ici, et on va commencer par Core. On n'a pas énormément de choses à modifier, mais on va commencer tout de suite par le Max LLVM Compile Trade, et ça, vous allez le passer tout de suite à 16. Comme vous le voyez, maintenant, vous avez une petite étoile qui est juste au-dessus, ça indique que c'est un élément que vous avez modifié. Très simplement, comme ça, après, vous pourrez revenir à l'origine si jamais vous vouliez revenir sur des configurations d'origine et que vous ne vous rappeliez plus ce que vous avez touché, cette petite étoile vous donne l'indication. Dans cette section, pour le moment, c'est la seule chose qu'on va changer. On va revenir en arrière maintenant et on va aller dans la section vidéo. On va désactiver le MSAA. On va descendre, on va descendre. On va activer le Stretch Display Area pour être sûr d'avoir tout notre écran qui est pris en compte. Et ensuite, on va descendre quand même pas mal pour aller jusqu'au facteur de résolution. Hop, je l'ai dépassé. Voilà, Resolution Scale, là, ici. Si vous laissez à 100, ça veut dire que ça va s'afficher en 720p sur l'écran. Et vous pouvez l'augmenter, par exemple, jusqu'à 150. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ça s'affichera en 1080p. Donc là, vous aurez le choix en fonction des jeux. Pour être sûr que ça fonctionne bien, vous pouvez laisser en 100. Et si ça fonctionne vraiment bien en 100, vous pouvez passer en 150 pour être en 1080p. Donc on va pas le modifier tout de suite, mais c'est simplement pour que vous puissiez savoir que c'est ici que ça se jouera. Alors on continue pour avoir un petit menu caché dans Vulkan, on clique dessus et donc là on va
activer au moins deux options, le Force FIFO Present Mode ici, ainsi que le Asynchrone Texture Streaming 2. Et ensuite, vous allez dans Custom Driver, et là, vous faites Turbo Mode. Voilà, et ensuite, Performance Overlay, là, c'est si jamais vous voulez activer ou non le fait que ça montre le nombre de FPS, bah là, on va le faire pour ça, là. Voilà, et ensuite, on revient en arrière, tout simplement. Donc là, on va encore rajouter un driver custom, donc vous faites Custom GPU Driver, vous faites plus, et là, vous pouvez faire soit download, soit installer. On va faire download. Donc là, ça cherche. Et là, ça vous en propose plusieurs. Et ben nous, on va prendre celui-ci, hein, le 26 révision 8 super bêta. On le télécharge et ça y est, maintenant, on peut le choisir. On va passer à l'installation des jeux. Pour l'installation des jeux, et donc c'est là où c'est assez long, vous cliquez sur plus et là, vous avez la possibilité d'avoir deux choses. Soit l'installation d'un fichier ou soit l'installation d'un dossier. Donc lorsque vous cliquez sur fichier, c'est que vous avez un fichier ISO à installer. Moi, ce n'est pas mon cas, c'est autre chose. Donc je vais cliquer là sur dossier et ça vous permettra d'installer un PKG par exemple ou un dossier complet. Donc je clique dessus, je vais sur iAneo Pocket, là je vais dans mon répertoire ROMs, je vais dans mon répertoire PS3, hop. PS3 qui est là. Et là, donc j'ai un ensemble d'éléments. Donc je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, avec Street Fighter X Tekken, très simplement, je clique dessus. Et là, j'ai utilisé ce dossier. J'utilise, j'autorise. Et donc là, maintenant, il va y avoir un temps d'installation qui va être, lui, assez long, hein. Et c'est que la première installation, parce qu'après, il y a un deuxième temps d'installation. Donc voilà, une fois que c'est installé, vous le voyez ici, vous avez un petit cadenas, ça veut dire que le jeu est locké, il faut une clé. Vous cliquez dessus, hop, installe RAP file, et là du coup ça vous propose de pouvoir utiliser le fichier RAP dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez bien sur le bon jeu, donc là on était sur Street Fighter, RAP, et voilà, ça y est, maintenant on voit que ça l'a décrypté, et ça va lancer encore une nouvelle phase d'installation. Et là, vous allez avoir là-dessus l'évolution de l'installation. Et une fois que c'est fait, bah là, vous pourrez lancer votre jeu. Mais ça, je vous le montrerai une fois qu'on fera le test complet de la Retroid Pocket 6. Ici, en l'occurrence, là, je vous ai simplement montré comment le configurer. Maintenant, je vous montre juste pour un ou deux émulateurs comment configurer un front-end comme Daijisho. C'est simple, vous cliquez dessus, et là maintenant il va falloir faire une première configuration. Vous allez dans la ludothèque, en haut, télécharger des plateformes. Donc là, il faut indiquer quelles sont les plateformes, quels sont les émulateurs que vous possédez. Et donc, nous, pour cette occasion-là, on va le faire à la fois pour la Game Boy Advance, et puis on va le faire aussi, pourquoi pas, pour la Dreamcast. C'est peut-être à Sega. Hop. Et la Dreamcast, et on fait importer. Et en fait, vous ferez ça pour l'ensemble de vos jeux. Donc là, on a Dreamcast, et là, on a la Game Boy Advance. Donc, on va attribuer le chemin pour chacun de ces émulateurs. Donc là, vous faites le chemin, plus chemin, vous faites ajouter, et là, donc, du coup, on va aller dans notre section Dreamcast, toujours dans ROMs. Hop. Et donc, nous, c'était Dreamcast A, B, C, et on va sur le D, Dreamcast, utiliser ce dossier autorisé, synchronisé, et maintenant, ça y est, lorsqu'on rentre sur la ludothèque, vous avez l'ensemble de vos jeux qui sont ici, et au fur et à mesure, vous avez les visuels aussi qui se téléchargent directement. Lorsque vous êtes sur la ludothèque, par exemple, vous lancez Crazy Taxi, vous voyez, ça le lance directement, ça a tout de suite trouvé quel était le bon émulateur pour pouvoir le lancer, donc c'est vraiment parfait. On va faire la même chose maintenant pour la Game Boy Advance. Donc, je vous l'avais dit, je l'ai téléchargé pour la Game Boy Advance. Là, pour le moment, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de personnalisation de Daijisho. Donc, vous faites plus chemin, ajouter, ROMs, et puis là, vous allez sur GBA. Hop. Utilisez ce dossier autorisé, et vous appuyez bien sur synchro. Et là, par contre, j'ai beaucoup de jeux Game Boy Advance. Et là, il y en a plus de 50, et il me semble qu'il doit y en avoir 150 peut-être. Ça va assez vite hein, pour pouvoir les récupérer tous. Non, il y en a peut-être même beaucoup plus.
Bref, là en tous les cas c'est en train d'être ajouté, ça prend le temps que ça prend et après ça prendra aussi un temps assez long pour rajouter les images à chaque fois, mais ça c'est dans un second temps, ça se fait aussi en arrière-plan, oui là on a plus de 400 jeux. Donc on clique sur Ludothèque, là pour le moment il n'y a encore rien, il faut attendre que tous les jeux soient rajoutés. Donc voilà, ça y est. Tous les jeux sont maintenant dessus. Là, maintenant, ça va synchroniser pour justement avoir les visuels. Donc, on clique sur Ludothèque. Et donc, ça y est, là, on a l'ensemble des jeux qui sont dessus. Hop. Et par exemple, si on voulait lancer Super Mario Advance 4, on clique. Hop. Là, ça nous dit fermeture des processus de package. Et vous devez fermer les processus existants. Vous faites OK, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez, ça ne se lance pas. Donc là, ça ne se lance pas, tout simplement parce que ce n'est pas le bon lanceur. Pour la Dreamcast, ça a choisi directement le bon lanceur. Là, ce n'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite icône crayon, ici, et puis vous descendez, et là, vous avez les paramètres de lecteur. Là, on voit que ça a essayé de lancer le RetroArch, mais le VBA Next. Nous, on avait dit qu'il s'appelait MGBA. Donc très simplement, on revient en arrière. Donc nous, c'est RetroArch 64 MGBA. On clique dessus, on sauvegarde, et normalement, maintenant, vous voyez, ça lance bien directement MGBA au travers de RetroArch et vous pouvez jouer directement à votre jeu de cette manière-là. Et ça permet d'avoir quelque chose de bien plus friendly que ce que l'on avait pu voir jusqu'à présent. Donc voilà les Cloudistes, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce tuto, pour la Retroid Pocket 6, mais en réalité c'est valable pour toutes les consoles Android avec un seul écran. Si vous avez besoin d'informations concernant les doubles écrans, vous avez mon tuto pour la Enetor. Et puis bah écoutez, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner. Si vous voulez récupérer cette console, il y a le lien affilié en description évidemment. Et de mon côté, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine dans les nuages.